Je suis rentrée de l'hôpital après une opération et j'ai trouvé mon mari qui m'attendait dans le salon. Une enveloppe jaune scellée était posée sur la table. Il m'a regardé froidement et a dit « Je veux divorcer ». Puis il a fait glisser l'enveloppe vers moi. « Il est temps que tu apprennes la vérité ». Je l'ai ouverte. Et ce que j'ai lu m'a fait trembler. Mon corps entier est devenu froid. Je suis rentrée de l'hôpital après une opération et j'ai trouvé mon mari qui m'attendait dans le salon. Une enveloppe jaune scellée était posée sur la table basse entre nous. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il ne m'a pas demandé si j'avais mal. Au lieu de cela, il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé 4 mots qui ont brisé 15 ans de mariage, « Je veux divorcer ». Puis il a fait glisser l'enveloppe vers moi. « Il est temps que tu apprennes la vérité ». Mes mains tremblaient encore sous l'effet de l'anesthésie quand je l'ai ouverte. 3 minutes plus tard, je ne sentais plus mes jambes parce que l'homme que j'aimais venait d'avouer que tout notre mariage n'avait été qu'un mensonge. Et l'opération que j'avais subie ce matin-là faisait partie du plan. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence de la maison. Pas un silence paisible, pas le genre confortable qui s'installe dans une maison après une longue journée. C'était le genre de silence qui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Je me tenais sur le seuil de notre maison de ville parisienne, une main agrippée au mur pour garder l'équilibre. L'opération m'avait plus épuisée que prévu. Mon abdomen lançait sous le grand sweatshirt gris que l'hôpital m'avait donné, et chaque mouvement était lent et délibéré. Dehors, en cette fin octobre, la pluie tapait contre les fenêtres. Dedans, mon mari attendait. Laurent était assis dans son fauteuil en cuir préféré, près de la cheminée. Il ne regardait pas la télévision. Il ne lisait pas. Il ne regardait même pas son téléphone. Il était juste assis là, à m'attendre. Pendant une seconde, j'ai cru que quelque chose de terrible s'était produit. Peut-être que quelqu'un était mort. Peut-être qu'il y avait eu un accident. Peut-être que le rapport de pathologie de mon opération était revenu avec de mauvaises nouvelles. Les possibilités se sont bousculées dans mon esprit alors que je posais délicatement mon sac de voyage sur le sol. Laurent, dis-je, ses yeux se sont levés vers moi. L'expression de son visage m'a glacée. 15 ans. J'étais mariée à lui depuis 15 ans. Je connaissais chacun de ses sourires, chacun de ses froncements de sourcils, chacun de ses regards irrités, mais je n'avais jamais vu ce regard-là auparavant. Il n'y avait rien. Aucune inquiétude, aucune affection, aucune chaleur, seulement de la distance. Puis j'ai remarqué l'enveloppe jaune sur la table basse. Elle était scellée. Mon estomac s'est serré. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Laurent s'est adossé à sa chaise. « Je veux divorcer. » Pendant un instant, j'ai honnêtement cru l'avoir mal entendu. Peut-être que les médicaments m'affectaient. Peut-être que l'épuisement me faisait halluciner. Je l'ai fixé. « Quoi ?» dis-je. « Je veux divorcer. » Sa voix est restée calme, presque ennuyée, comme s'il discutait du temps qu'il faisait. La pièce a légèrement penché autour de moi. J'ai attrapé le bord d'une chaise pour me soutenir. « Laurent, de quoi parles-tu » Il a poussé l'enveloppe vers moi. « Il est temps que tu apprennes la vérité. » Je me souviens d'avoir regardé l'enveloppe, puis lui, puis de nouveau l'enveloppe. Rien dans ce moment ne semblait réel. J'étais partie pour l'opération 48 heures plus tôt en croyant être dans un mariage stable. Pas parfait. Aucun mariage n'est parfait, mais stable, prévisible, sûr. Laurent et moi nous disputions rarement. Nous avions construit une vie ensemble. Nous organisions des dîners de famille. Nous faisions des week-ends. Nous parlions de retraite. Nous parlions de petits-enfants un jour. Ou du moins, je le pensais. Lentement, j'ai tendu la main vers l'enveloppe. Le papier semblait étrangement lourd dans mes mains. J'ai rompu le seau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Les premières pages étaient des papiers de divorce. Mon pouls tambourinait dans mes oreilles. Je les ai feuilletés. Puis j'ai trouvé une lettre. La signature de Laurent était en bas. J'ai commencé à lire. Au 2e paragraphe, mes mains tremblaient.
Au 4e, je ne pouvais plus respirer. La lettre commençait par une confession. Pas des excuses, pas une explication. Une confession. Laurent a avoué qu'il ne m'avait jamais aimé. Pas une seule fois, jamais. Notre première rencontre à une collecte de fonds caritative 16 ans plus tôt avait été arrangée. Les rendez-vous autour d'un café qui ont suivi, planifiés, les gestes romantiques calculés, la demande en mariage, stratégique. Chaque étape de notre relation avait servi un but. J'ai continué à lire. Chaque phrase était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Laurent a expliqué qu'il m'avait courtisé à cause de l'argent. Plus précisément à cause de l'argent de ma famille. Je venais d'une famille prospère. Mon père avait fondé une entreprise de logiciels de santé dans les années 1980 et l'avait développée pendant des décennies pour en faire une entreprise respectée. Après son décès, j'ai hérité d'une partie de son patrimoine. La plupart des actifs étaient protégés par des fiducies et des structures financières à long terme, mais la valeur restait significative, apparemment suffisamment significative pour faire de moi une cible. J'ai levé les yeux. Laurent me regardait silencieusement. L'étranger assis en face de moi portait le visage de mon mari. Quand, murmurai-je. Quand? Quoi? Quand as-tu décidé de faire ça? Un léger sourire effleura ses lèvres. Avant même que nous nous rencontrions. J'ai eu mal au cœur. Physiquement malade. La pièce semblait plus froide, plus petite, comme si les murs se rapprochaient. Je me suis forcée à continuer à lire. La lettre détaillait des années de tromperie, de comptes cachés, de réunions privées, de mensonges soigneusement entretenus. Chaque page démantelait une autre partie de ma vie. Puis j'ai atteint la dernière section, la section qui m'a glacé le sang. Laurent a écrit que le moment du divorce n'était pas accidentel. Tout s'était déroulé selon le calendrier, y compris mon opération. J'ai relu la phrase 3 fois. Ma vision s'est brouillée. Mon cœur battait douloureusement contre mes côtes, y compris mon opération. J'ai levé les yeux de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Laurent a croisé une jambe sur l'autre. Ça veut dire exactement ce que ça dit. La peur a commencé à se répandre dans ma poitrine. Pas le chagrin. Pas la peine. La peur. Une vraie peur. Le genre qui arrive quand on réalise soudain qu'on se tient près de quelque chose de dangereux. Que as-tu fait? Demandai-je. Il haussa les épaules. Rien personnellement. Que as-tu fait, Laurent? Son expression s'est durcie. Tu trouveras les réponses. Puis il s'est levé. Il s'est juste levé. Comme si nous avions fini de parler. Comme s'il n'avait pas juste fait exploser toute ma vie. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai regardé partir. Où vas-tu? Ailleurs. Tu ne peux pas simplement partir. Il a fait une pause, une main sur la poignée de porte. Puis il m'a regardé. Le regard dans ses yeux m'a terrifié plus que la lettre parce qu'il n'y avait pas de culpabilité, pas de regret, rien, seulement de la certitude. La certitude d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Après son départ, je suis restée seule dans le salon pendant près d'1 heure. La pluie frappait les fenêtres. L'horloge grand-père dans le couloir faisait un tic-tac régulier. Mon incision chirurgicale me faisait mal, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Je n'arrêtais pas de relire le même paragraphe, y compris mon opération. Y compris mon opération, y compris mon opération. Finalement, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne à qui je faisais entièrement confiance, ma plus vieille amie, Sophie Dubois. Nous nous connaissions depuis l'université. Sophie était infirmière diplômée à l'hôpital Saint-Antoine. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Émilie, comment te sens-tu? J'ai essayé de parler. Les mots ne venaient pas. Émilie. Les larmes ont rempli mes yeux. Pas parce que Laurent voulait divorcer. Pas parce qu'il avait menti. Pas même parce que mon mariage venait de s'effondrer. Je pleurais parce que quelque chose n'allait pas. Profondément.
Et pour la première fois depuis que je m'étais réveillée de l'opération, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quoi qu'il m'était arrivé, ce n'était pas encore fini. Ça ne faisait que commencer. Sophie est arrivée moins de 40 minutes plus tard. À ce moment-là, la pluie s'était transformée en une averse constante, et l'obscurité s'était installée sur la ville. J'étais toujours assise dans le salon, exactement là où Laurent m'avait laissée. L'enveloppe était étalée sur la table basse comme des preuves d'une scène de crime. Au moment où Sophie est entrée par la porte d'entrée, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est précipitée. « Émilie, que s'est-il passé ?» Je lui ai tendu la lettre. Elle l'a lue en silence. À mi-chemin, ses sourcils se sont froncés. À la fin, elle avait l'air presque aussi pâle que moi. « Oh mon Dieu !» ai-je dit. Elle a soigneusement remis les pages sur la table. Aucune de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, Sophie a montré le paragraphe sur l'opération. « As-tu parlé à quelqu'un de cette partie ? » « Non. » « Bien. » La réponse m'a surprise. « Pourquoi ?» Sophie s'est penchée en avant. « Parce que si ce qu'il insinue est vrai, nous devons être prudentes. » Un frisson m'a parcouru. « Tu penses qu'il a vraiment eu quelque chose à voir avec ça ? » « Je ne sais pas, » a-t-elle dit honnêtement. « Mais je sais autre chose. » « Quoi ? » Elle a tapoté la lettre. Les gens n'écrivent pas des choses comme ça à moins de se croire intouchables. Cette phrase est restée avec moi. Intouchable. Laurent avait certainement l'air intouchable. Confiant, détendu, presque amusé, comme s'il avait déjà atteint la ligne d'arrivée, et je ne réalisais que maintenant qu'il y avait eu une course. Sophie est restée la nuit. À son insistance, elle a dormi dans la chambre d'amis. Je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Laurent. Chaque fois que je m'assoupissais, je me souvenais d'un autre détail de la lettre. À 3 heures du matin, je me suis retrouvée debout dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Le quartier était calme. Les lumières de la rue se reflétaient sur le trottoir mouillé. Tout semblait normal. Pourtant, plus rien ne semblait normal. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. Je n'allais pas passer des semaines à pleurer. Je n'allais pas supplier Laurent pour des réponses. Et je n'allais certainement pas accepter sa version des faits. S'il voulait que je connaisse la vérité, alors je la prendrais entièrement, pas seulement les parties qu'il choisissait de révéler. Le lendemain matin, Sophie m'a conduite à mon rendez-vous de suivi post-opératoire. Officiellement, tout semblait normal. Le chirurgien, le docteur Éric Lambert, a examiné mon dossier et a souri. La récupération semble excellente. Je l'ai étudié attentivement. Il avait la cinquantaine, était respecté, confiant. Exactement le genre de médecin en qui les patients faisaient confiance. Exactement le genre de médecin en qui j'avais fait confiance. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dis-je. « Bien sûr. » L'opération était-elle absolument nécessaire ? Son sourire s'est légèrement estompé. Oui, sans aucun doute. Une brève pause. Point en fonction des informations dont nous disposions à l'époque. Oui, les informations dont nous disposions à l'époque. La formulation m'a dérangée. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était prudente. Très prudente. Le rendez-vous s'est terminé normalement, mais Sophie a remarqué mon expression dès que nous sommes retournés au parking. Qu'est-ce que c'est ? Il n'a pas répondu directement. Sophie a hoché la tête. J'ai remarqué. Cet après-midi-là, elle m'a aidé à obtenir des copies de mes dossiers médicaux. Ce n'était pas difficile. Je possédais une entreprise de technologie de la santé. Je comprenais comment fonctionnaient les systèmes médicaux. En 24 heures, j'avais chaque rapport, scanner, notes de consultation et résultats de laboratoire liés à mon diagnostic. À première vue, tout semblait légitime. Puis Sophie a trouvé quelque chose d'étrange. Émilie. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Quoi ? Elle a pointé un rapport de pathologie. Ce horodatage. Qu'est-ce qu'il a ? Ça n'a pas de sens.
Je me suis penchée plus près. Sophie avait raison. Le timing semblait incompatible avec le reste des dossiers. Pas impossible, juste étrange. Le genre de choses que la plupart des gens ne remarqueraient jamais, mais les infirmières remarquent les détails. C'est littéralement leur travail. Au cours des 2 jours suivants, nous en avons trouvé davantage. Petites incohérences, irrégularités mineures, rien de dramatique en soi. Pourtant, ensemble, elles créaient un schéma troublant. Le vendredi, Sophie a finalement prononcé les mots que nous évitions toutes les deux. Tu as besoin d'un autre avis. Alors, j'en ai eu un, pas d'un médecin local, pas de quelqu'un lié à l'hôpital. J'ai engagé un consultant médical indépendant de Marseille qui était spécialisé dans l'examen des cas litigieux. Il s'appelait le docteur Victor Dupuis. Il a passé près d'1 semaine à tout examiner. L'appel est arrivé un mardi après-midi. J'étais assise à ma table de salle à manger pendant que Sophie écoutait à côté de moi. Le docteur Dupuis est allé droit au but. Madame Bertrand, votre cas soulève des inquiétudes. Mon estomac s'est serré. Quel genre d'inquiétude? Il y a des divergences. J'ai fermé les yeux. Pouvez-vous être plus précis? Certains des résultats utilisés pour justifier l'opération apparaissent significativement plus forts dans les rapports finaux que dans la documentation diagnostique originale. Sophie a immédiatement attrapé un stylo. J'ai senti mon pouce accélérer. Vous dites que les dossiers ont été modifiés? Je dis qu'ils méritent une enquête plus approfondie. Les avocats parlent prudemment. Les médecins parlent prudemment. Les experts parlent prudemment. Je savais exactement ce qu'ils voulaient dire. Ils ne pouvaient accuser personne directement. Pas encore. Mais il était inquiet. Très inquiet. Quand l'appel s'est terminé, ni Sophie ni moi n'avons parlé pendant longtemps. Finalement, elle a dit, eh bien, oui, c'est grave. Oui. L'euphémisme m'a presque fait rire. Presque. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de bien plus dangereux que la tristesse. La colère. Pendant des jours, j'avais pleuré mon mariage. Maintenant, une autre prise de conscience se formait. Quelqu'un avait peut-être manipulé mes soins médicaux. Quelqu'un m'avait peut-être convaincu de subir une opération dont je n'avais pas réellement besoin. Quelqu'un m'avait peut-être mise sous anesthésie et avait ouvert mon corps pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ma santé. La pensée était horrible, mais ce qui est venu ensuite était pire. 3 jours plus tard, mon avocate a appelé. Sa voix semblait inhabituellement tendue. Émilie, je dois te demander quelque chose. D'accord. As-tu autorisé un transfert de ton compte d'investissement personnel la semaine dernière? Non. Silence. Un silence terrible. Mon cœur s'est effondré. Quel transfert? Mon avocate a pris une inspiration. Il y a eu plusieurs autorisations. La pièce est soudainement devenue trop petite. De quoi parles-tu? Plusieurs documents financiers ont été signés électroniquement pendant que tu étais hospitalisé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Le visage de Sophie est devenu blanc. Combien d'argent? Une autre pause. Puis la réponse est venue. Plusieurs millions d'euros. Pendant 1 seconde, je n'ai pas pu traiter le chiffre. Cela semblait irréel, comme entendre une langue étrangère. Puis la réalité m'a frappé d'un coup. Hospitalisé. Anesthésie, signatures électroniques, Laurent, l'opération. Tout s'est connecté instantanément. Mes mains ont commencé à trembler. Non pas de peur cette fois, mais de rage. Parce que soudainement, j'ai compris quelque chose. Laurent n'avait pas avoué parce qu'il se sentait coupable. Il a avoué parce qu'il pensait que c'était fini. Il pensait que l'argent était déjà parti. Il pensait que j'étais trop faible, trop choquée, trop brisée pour riposter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa lettre avait accompli exactement le contraire. Au moment où j'ai appris la vérité, j'ai cessé d'être sa victime et je suis devenue son plus grand problème. Ce soir-là, après que mon avocate m'ait envoyé des copies des relevés de transactions, Sophie était assise en face de moi à la table de la cuisine.
Aucune de nous n'a touché son café. Nous avons simplement fixé les documents. Finalement, Sophie a levé les yeux. Et maintenant? J'ai fixé l'empire forgé de Laurent étalé sur la table. Les mensonges, le vol, la trahison. Puis j'ai pensé à son visage quand il est sorti par cette porte. Cette certitude, cette arrogance, cette conviction qu'il avait déjà gagné. J'ai soigneusement plié les documents. Puis j'ai souri pour la première fois depuis l'opération. Non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'avais enfin une direction. Nous allons découvrir qui l'a aidé. Sophie a haussé un sourcil. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais qu'il y en a, comment? J'ai regardé les chiffres à nouveau. La complexité, la planification, les années de préparation. Laurent n'était pas assez intelligent pour construire quelque chose d'aussi sophistiqué seul. Quelqu'un l'avait enseigné. Quelqu'un l'avait guidé. Quelqu'un s'était caché derrière lui. Et qui que soit cette personne, j'avais l'intention de la traîner à la lumière. Le lundi suivant, j'ai embauché 3 personnes. Pas une, 3. Au début, cela semble probablement excessif. Un mois plus tôt, j'aurais pensé la même chose. Mais un mois plus tôt, j'avais aussi cru que mon mari m'aimait. La vie a une façon de changer votre perspective. La première personne que j'ai embauchée était un expert comptable judiciaire nommé David Martin. Il avait passé près de 20 ans à enquêter sur la fraude financière pour des banques, des compagnies d'assurance et des agences fédérales avant d'ouvrir son propre cabinet de conseil à Paris. La deuxième était une détective privée nommée Céline Bernard, une ancienne détective de la police nationale. La troisième était une avocate spécialisée dans les litiges financiers complexes. À ce moment-là, je ne considérais plus ma situation comme un divorce. Un divorce impliquait 2 personnes mettant fin à un mariage. C'était autre chose. C'était une tromperie organisée, et une tromperie organisée laisse une trace écrite. Le défi est de la trouver. Pendant près de 2 semaines, ma vie s'est installée dans une étrange routine. Chaque matin, je me réveillais endolorie par l'opération. Chaque matin, je me rappelais que le rétablissement était important. Puis, chaque après-midi, j'assistais à des réunions, examinais des documents, signais des autorisations légales et répondais à des questions. Plus nous creusions, plus tout devenait laid. David fut le premier à découvrir quelque chose de significatif. Il arriva chez moi avec un épais dossier et une expression que j'avais déjà appris à ne pas faire confiance. C'était l'expression que portent les experts quand ils ont de mauvaises nouvelles. À quel point est-ce grave, demandai-je. David s'assit en face de moi. Plus grave que je ne m'y attendais. Sophie, qui avait pratiquement emménagé dans ma chambre d'amis à ce moment-là, s'assit tranquillement à côté de moi. David ouvrit le dossier. Ce que vous regardez n'est pas récent. Que voulez-vous dire? Il fit glisser plusieurs pages sur la table. Les transferts d'argent ont commencé il y a des années. Je le fixai. Des années? Il hocha la tête. De petites sommes au début. De petites sommes? La plupart des gens riches ne le remarqueraient pas. Cela me piqua parce qu'il avait raison. Quelques milliers ici, plusieurs milliers là. Frais professionnels, frais de conseil, coûts de gestion des investissements. Rien de dramatique, rien d'alarmant, rien susceptible de déclencher des soupçons. Le genre de fuite qui disparaît à l'intérieur de grands portefeuilles financiers. Et ensuite, demandai-je. David tapota un autre document. Les montants ont augmenté. Je regardai vers le bas. Les chiffres me serraient l'estomac. Au fil du temps, les transferts sont devenus plus importants, puis encore plus importants, des centaines de milliers, puis des millions. Répartis sur plusieurs comptes, plusieurs entités, plusieurs régions. La structure était sophistiquée. Très sophistiquée. Celui qui l'avait conçu comprenait les systèmes financiers. Il comprenait les procédures de conformité. Il comprenait les audits. Plus important encore, il comprenait comment les gens riches pensent. Ou plutôt, comment les gens riches échouent souvent à penser, car les individus les plus riches se concentrent fréquemment sur le gain d'argent, pas sur le suivi de chaque euro.
Je me penchai lentement en arrière. Ce n'était pas Laurent. David n'hésita pas. Non. Sophie leva les yeux. Tu as l'air certain. Je le suis. Pourquoi? David joignit les mains parce que cela demande de l'expertise. Il me jeta un coup d'œil. Votre mari a peut-être participé, mais il n'en était pas l'architecte. Le mot resta en suspens. Architecte. J'avais pensé la même chose. Quelqu'un a construit ça. Quelqu'un l'a planifié. Quelqu'un a passé des années à construire un système conçu pour drainer tranquillement ma richesse. Laurent n'était qu'un visage souriant à la porte d'entrée. La question était évidente. Qui se tenait derrière lui? 3 jours plus tard, Céline a fourni le premier indice. Elle a appelé pendant que j'examinais des rapports d'entreprise dans mon bureau à domicile. Émilie, je crois que nous avons quelque chose. Mon pouce est immédiatement accéléré. Que as-tu trouvé? Peux-tu me rencontrer? Où? Mon bureau. 1 heure plus tard, j'étais assise en face d'elle. Céline a posé plusieurs photographies sur son bureau. Au début, je n'ai pas reconnu la femme. Elle semblait avoir la soixantaine, élégante, professionnelle, bien habillée, le genre de personne qui se fondait sans effort dans les conseils d'administration et les événements caritatifs. Puis la reconnaissance m'a frappée. Oh mon Dieu! Céline a hoché la tête. Tu la connais? Bien sûr, je la connaissais. Madame Claire Leblanc. Pendant près d'une décennie, Madame Leblanc avait été l'une des conseillères financières liées à la fiducie de ma famille. Elle n'était pas ma conseillère principale, mais elle avait travaillé en étroite collaboration avec diverses entités familiales pendant des années. Tout le monde la respectait. Tout le monde lui faisait confiance, y compris moi. Surtout moi. Je me souvenais des collectes de fonds de Noël, des galas de bienfaisance, des réunions de conseil, des fêtes de fin d'année. Madame Leblanc était toujours là, toujours souriante, toujours serviable, toujours professionnelle. Qu'en est-il d'elle, demandai-je. Céline a fait glisser une autre photographie. Celle-ci a frappé plus fort, beaucoup plus fort, car Laurent se tenait à ses côtés. La photo semblait avoir été prise devant un restaurant. L'horodatage indiquait une date d'il y a 8 ans. 8 ans. Bien avant mon opération. Bien avant le divorce. Bien avant que tout cela ne devienne visible. Ma bouche est devenue sèche. Combien de fois? Céline a ouvert un dossier. Beaucoup. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'ils se sont rencontrés régulièrement. Elle a tourné plusieurs pages. Relevés de restaurants, chevauchements de voyages, inscriptions à des conférences, journaux téléphoniques, photographies. L'épreuve continuait pendant des années, pas des mois, des années. La réalisation m'a rendu physiquement malade parce que je me suis soudainement souvenu de quelque chose. La nuit où Laurent et moi nous sommes rencontrés 16 ans plus tôt, un événement caritatif au profit des hôpitaux pour enfants. Des centaines de personnes y ont assisté. La salle de bal était bondée, bruyante, élégante. À l'époque, je croyais que notre rencontre était le destin. Laurent m'avait approché près des tables d'enchères silencieuses. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. À la fin de la soirée, il m'avait demandé mon numéro. Je me souviens d'avoir dit à des amis à quel point tout semblait naturel, sans effort, romantique. Maintenant, je savais mieux. Rien n'avait été naturel. Rien n'avait été accidentel. Céline a interrompu mes pensées. Il y a plus. Je n'étais pas sûre de vouloir plus, mais j'ai hoché la tête quand même. Elle m'a tendu un autre document. Mes yeux ont parcouru la page, puis se sont écarquillés. La liste des invités de l'événement. Le gala de bienfaisance où Laurent et moi nous sommes rencontrés pour la première fois. 2 noms avaient été mis en évidence. Laurent Chevalier, Claire Leblanc, tous 2 présents, tous 2 inscrits, tous 2 documentés. Ma poitrine s'est serrée. J'ai levé les yeux. L'expression de Céline disait tout. Madame Leblanc avait été là.
La nuit où mon futur mari était censé être tombé dans ma vie. La nuit où mon mariage a commencé. La nuit où le piège a été tendu. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Toute mon histoire se réorganisait en temps réel. Des souvenirs que j'avais chéris prenaient maintenant une autre tournure. Chaque anniversaire, chaque vacances, chaque photo de famille, chaque promesse. Chacun contaminé par la possibilité que rien de tout cela n'ait été réel. Sophie a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Ce geste m'a à peine ancré. Finalement, j'ai réussi à poser la question la plus importante. Pourquoi ? Céline et David ont échangé des regards. David a répondu. À cause de la fiducie de votre père. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'elle a ? Il a ouvert un autre dossier. La plupart des gens savent que vous êtes riche. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas une nouveauté. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est comment la fiducie est structurée. Je me suis penchée en avant. Mon père a toujours été extrêmement discret sur les questions financières. Même après sa mort, de nombreux détails sont restés confidentiels, a poursuivi David. Plusieurs dispositions devaient s'activer lorsque vous atteindriez certains âges et jalons. Un frisson m'a parcouru. Quel genre de dispositions ? Des dispositions de contrôle. Maintenant, je comprenais. Pas d'argent. Le contrôle. Le vrai pouvoir n'était pas la propriété. Le vrai pouvoir était l'autorité. La capacité de diriger les actifs, d'approuver les investissements, d'autoriser les distributions, d'influencer la gouvernance d'entreprise. Selon David, une transition majeure s'était produite moins d'un an plus tôt, une transition qui avait considérablement augmenté mon autorité sur les avoirs familiaux. En d'autres termes, j'étais devenue beaucoup plus précieuse et beaucoup plus dangereuse pour quiconque essayait de me voler. Soudain, le timing avait un sens. L'opération, le divorce, le vol accéléré, tout. Le plan était entré dans sa phase finale. Pendant des années, ils s'étaient préparés. Pendant des années, ils avaient attendu. Puis quelque chose a changé. Quelque chose les a fait agir rapidement. La réponse était juste devant moi. Moi. J'étais devenu le dernier obstacle, et ils avaient l'intention de me supprimer. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise seule dans l'ancien bureau de mon père. La pièce contenait encore beaucoup de ses livres, son bureau, ses photographies. Sa présence y persistait d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. J'ai regardé une photo encadrée prise peu avant sa mort. Il souriait, confiant, fort, un homme qui comprenait les gens, un homme qui se fiait rarement aux apparences. Pour la première fois, je me suis demandé s'il avait vu quelque chose que j'avais manqué, s'il avait soupçonné un danger bien avant moi, s'il avait laissé derrière lui des protections que je n'avais pas encore découvertes. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Céline. Une seule phrase, mais elle a tout changé. Nous avons trouvé des emails entre Laurent et Madame Leblanc datant de près de 15 ans. J'ai fixé le message. 15 ans, presque toute la durée de mon mariage. La conspiration ne devenait pas plus grande. Elle devenait complète. Et pour la première fois depuis l'ouverture de cette enveloppe, je ne pensais pas à la survie. Je pensais à la justice. Je n'ai pas beaucoup dormi après le SMS de Céline. 15 ans. Ce chiffre n'arrêtait pas de se répéter dans mon esprit. Pas 15 mois, pas 15 semaines, 15 ans, un mariage entier, un chapitre entier de ma vie. Au lever du soleil, j'étais assise dans le bureau de mon père avec une tasse de café intacte, regardant la pluie traverser les fenêtres. Les hivers de Paris approchaient. Les matins étaient plus sombres maintenant, plus froids, et d'une certaine manière, cela correspondait à ce que je ressentais. Non pas brisée, plus maintenant. Froide, concentrée. La douleur était toujours là, mais elle avait changé de forme. La femme qui avait ouvert cette enveloppe jaune avait été dévastée. La femme assise dans le bureau de mon père voulait des réponses, et les réponses commençaient enfin à arriver. Plus tard ce matin-là, Céline, David, Sophie et mon avocate se sont rassemblés autour de la grande table de conférence de mon bureau.
L'atmosphère était différente des réunions précédentes. Personne ne spéculait plus. Personne ne devinait. Nous avions des preuves, beaucoup. Céline a ouvert son ordinateur portable. Nous avons récupéré des milliers de messages. J'ai croisé les bras. Combien? Assez. Ce n'était pas rassurant. Céline a cliqué sur plusieurs dossiers. Les premières communications datent de près de 15 ans. Mon estomac s'est serré. Elle a projeté un email sur l'écran. La date est apparue en haut, seulement 6 mois avant que Laurent ne m'approche pour la première fois au gala de bienfaisance. L'expéditeur, Claire Leblanc. Le destinataire, Laurent Chevalier. J'ai fixé l'écran. Céline a commencé à lire. Elle fait trop facilement confiance aux gens. C'est notre avantage. Le silence a rempli la pièce. Sophie a juré entre ses dents. Je ne pouvais pas la blâmer. Je ressentais la même chose. Céline a ouvert un autre message. Soyez patient. Le jeu à long terme est plus important que l'argent rapide. Puis un autre et un autre. Chaque message en révélait un peu plus. Chaque message enlevait une autre couche d'illusion. Finalement, un tableau complet a émergé, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Bien pire. 15 ans plus tôt, Madame Leblanc avait découvert quelque chose en examinant des parties de la structure de fiducie de ma famille. Elle avait appris qu'une autorité significative me serait finalement transférée. Pas immédiatement, pas quand j'étais jeune, mais finalement. La fiducie avait été conçue ainsi intentionnellement. Mon père croyait que la responsabilité devait être méritée. Le contrôle augmentait progressivement avec le temps. Madame Leblanc a vu une opportunité énorme. Selon les emails, elle a commencé à chercher quelqu'un qui pourrait gagner ma confiance. Quelqu'un de charmant, patient, présentable, quelqu'un prêt à investir des années dans une récompense. Cette personne s'est avérée être Laurent. Les messages laissaient peu de doute. Leur relation précédait la mienne de loin. Mon mariage n'avait pas été une romance. Cela avait été une mission de recrutement. J'ai écouté en silence tandis que Céline continuait à présenter des preuves. Photographies, emails, dossiers financiers, itinéraires de voyage. Les pièces s'assemblaient avec une précision horrifiante. Madame Leblanc a élaboré la stratégie. Laurent l'a exécutée. Au fil du temps, ils ont construit exactement ce dont ils avaient besoin. Accès, confiance, dépendance, contrôle. Puis Céline a ouvert un dossier intitulé « Phase finale ». La pièce est devenue très silencieuse. « Émilie », dit-elle prudemment. « Ceci concerne l'opération. » J'ai respiré lentement. « D'accord. » Elle a projeté plusieurs relevés financiers. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. Puis David a montré des transactions spécifiques. Ces paiements, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont été faits à un partenariat d'investissement privé. J'ai froncé les sourcils et David a l'air sombre. L'un des investisseurs silencieux est lié au docteur Lambert. Le nom m'a frappé immédiatement. Mon chirurgien. Pendant un instant, personne n'a parlé. La pièce est restée complètement immobile. Les implications se sont posées lourdement sur nous tous. Sophie a brisé le silence la première. Oh mon Dieu! Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas penser. Parce que soudain, le cauchemar est devenu réel, pas théorique, pas possible, réel. Mon opération n'était pas simplement suspecte. Des personnes impliquées dans mes soins médicaux semblaient financièrement liées à la conspiration. Mon avocate s'est penchée en avant. Soyons prudents. J'ai apprécié la prudence. Nous avions besoin de preuves. De vraies preuves, pas des suppositions. Mais même elles semblaient perturbées. Céline a cliqué sur un autre document. Celui-ci contenait des communications internes obtenues par des découvertes légales, pas des instructions directes, rien d'aussi évident. Les personnes impliquées étaient plus intelligentes que ça. Mais le timing était dévastateur. Des réunions ont eu lieu avant mon diagnostic.
Les mouvements financiers se sont accélérés après. Les décisions clés se sont parfaitement alignées avec la progression vers l'opération. Tout pointait dans la même direction. Quelqu'un me voulait sur cette table d'opération. Quelqu'un me voulait vulnérable. Quelqu'un me voulait distraite. Et pendant que je me rétablissais, des millions d'euros ont discrètement transité par un réseau de comptes. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre. La ville s'étendait sous des nuages gris. La circulation rampait dans les rues mouillées. Les gens se dépêchaient vers les bureaux et les cafés. Des vies normales. Des problèmes normaux. Pendant ce temps, ma propre vie ressemblait à quelque chose tiré d'un documentaire criminel. 15 ans. Le nombre est revenu. 15 ans de manipulation. 15 ans de mensonges. J'ai senti Céline s'approcher derrière moi. Émilie. J'ai continué à regarder dehors. Dis-moi quelque chose. D'accord. Quand ont-ils décidé d'y mettre fin? Elle a hésité. Probablement quand tu es devenu un risque. Je me suis retournée. Un risque? Tu as commencé à poser des questions. Cela avait plus de sens que je ne l'aurais voulu. Au cours de l'année précédente, je m'étais de plus en plus impliquée dans l'examen des opérations de fiducie. J'avais demandé des audits, des explications, examiné les frais de gestion. Rien de dramatique, rien de conflictuel, juste une supervision responsable. Apparemment, c'était suffisant. Je n'étais plus la femme naïve qu'ils avaient ciblée 15 ans plus tôt. Je devenais plus difficile à contrôler, plus difficile à tromper, plus difficile à voler. La phase finale avait probablement été accélérée parce qu'il manquait de temps. David l'a confirmé. Une fois que vous auriez entièrement consolidé votre autorité, leurs options seraient devenues limitées. Alors ils se sont précipités. Exactement. Un calme étrange s'est installé en moi. Les pièces s'emboîtaient enfin. Chacune d'entre elles. L'opération, le divorce, le vol, l'aveu. Laurent n'avait pas révélé la vérité parce qu'il se sentait coupable. Il l'a révélé parce qu'il croyait que la victoire était déjà assurée. Il pensait que je ne m'en remettrais jamais. Ni financièrement, ni émotionnellement, ni légalement. Il pensait que j'étais finie. Pour la première fois depuis l'ouverture de l'enveloppe, j'ai souri. Un sourire sincère. Petit, aiguisé, dangereux. Sophie l'a immédiatement remarqué. Oh. Je l'ai regardée. Quoi? Elle s'est adossée à sa chaise. C'est un nouveau regard. Céline a ri doucement. Mon avocate a souri. Même David avait l'air amusé. J'ai haussé un sourcil. Quel regard? Sophie a croisé les bras. Le regard de quelqu'un qui prépare quelque chose. Peut-être avait-elle raison. Car à ce moment précis, j'ai cessé de penser comme une victime et j'ai commencé à penser comme une dirigeante, comme une stratège, comme la fille de mon père. On ne vainc pas des gens comme Laurent et Madame Leblanc par l'émotion. On les vainc par la patience, par la préparation, par l'épreuve. Plus important encore, on les laisse croire qu'ils gagnent. Les semaines suivantes sont devenues une performance soigneusement mise en scène. J'ai cessé de pousser, de questionner, de faire du bruit. Par l'intermédiaire de mes avocats, je suis apparue coopérative. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, je suis apparue épuisée. Par mes apparitions publiques, je suis apparue distraite. La comédie a magnifiquement fonctionné. Laurent est devenu négligent. Madame Leblanc est devenue arrogante. Tous deux ont commis la même erreur. Ils ont confondu le silence avec la reddition. Pendant ce temps, Céline a étendu la surveillance. David a suivi d'autres activités financières. Les agences fédérales ont commencé à examiner discrètement les preuves. Mon équipe juridique a coordonné avec les régulateurs. Chaque jour, l'affaire devenait plus solide. Chaque jour, le filet se resserrait, et pourtant, il ne remarquait rien. Un soir, près de 6 semaines après que j'ai ouvert l'enveloppe, Céline est arrivée avec une nouvelle mise à jour. Celle-ci l'a fait sourire. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je.
Elle m'a tendu un document. Une invitation, une réservation d'événements privés, hôtel de luxe, centre de Paris, liste d'invités exclusives, service de champagne, salle de bal privée. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que je vois? Le sourire de Céline s'est élargi. Madame Leblanc et Laurent organisent une célébration. Je l'ai fixé. Une célébration? David a ri. Il pense que c'est fini. Mon avocate a secoué la tête. Ils croient vraiment qu'ils ont gagné. J'ai de nouveau regardé l'invitation. Puis j'ai imaginé Laurent levant son verre. J'ai imaginé Madame Leblanc se félicitant. J'ai imaginé les deux célébrant la destruction de ma vie. La pensée aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, elle m'a donné de l'espoir parce que les célébrations créent de la confiance. La confiance crée des erreurs et les erreurs créent des opportunités. J'ai soigneusement posé l'invitation sur la table. Puis j'ai regardé autour de la pièce mes amis, mon équipe, les gens qui m'avaient aidé à me sortir de l'obscurité. Nous sommes prêts, dis-je. Personne n'a contesté. Pendant des mois, ils avaient construit leur victoire. Maintenant, nous allions construire leur chute. Et ni Laurent ni Madame Leblanc n'avaient la moindre idée que cela commençait déjà. Début décembre, Paris s'était transformé en une ville-lumière. Les vitrines des magasins scintillaient de décorations de Noël. Des guirlandes enveloppaient les lampadaires du centre-ville. Les fêtes de bureaux remplissaient les salles de bal des hôtels et la musique de Noël flottait dans les restaurants et les centres commerciaux. Pour la plupart des gens, c'était la saison des célébrations. Pour Laurent et Madame Leblanc, c'était la saison de la victoire. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Pendant près de 2 mois, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai cessé de contester la procédure de divorce. J'ai cessé de poser des questions difficiles. J'ai semblé fatiguée, distraite, émotionnellement épuisée. Chaque fois que des informations parvenaient à Laurent par l'intermédiaire d'avocats ou de connaissances mutuelles, elles dépeignaient la même image. Émilie Bertrand était vaincue. Émilie Bertrand était dépassée. Émilie Bertrand se préparait à passer à autre chose. La performance exigeait de la discipline. Il y avait des jours où je voulais le confronter, des jours où je voulais appeler et exiger des réponses, des jours où je voulais crier. Mais la colère est coûteuse. Elle coûte de la clarté et la clarté était bien plus précieuse. Alors j'ai attendu. J'ai rassemblé des preuves. J'ai écouté. J'ai regardé. Je les ai laissés continuer à parler. Et finalement, ils nous ont tout donné. La percée est venue par l'un des associés de Madame Leblanc. Comme beaucoup de personnes impliquées dans la fraude, il n'avait pas rejoint parce qu'il était mauvais. Il a rejoint parce qu'il était avide. Il y a une différence. Les gens avides paniquent souvent lorsque les conséquences apparaissent. Et les conséquences apparaissaient enfin. Des enquêteurs fédéraux avaient commencé à interroger discrètement des individus liés à plusieurs transactions suspectes. La nouvelle s'est répandue. La nervosité a suivi. En quelques jours, l'un des consultants financiers de longue date de Madame Leblanc a demandé des discussions sur l'immunité. Puis un autre, puis un autre. Le mur commençait à se fissurer. David m'a appelé un après-midi. Sa voix portait une satisfaction que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous l'avons. Qui? Le consultant. Je me suis redressée. Que s'est-il passé? Il a coopéré. J'ai fermé les yeux. Enfin, après des mois à courir après des ombres, quelqu'un avait décidé de dire la vérité. Le consultant a fourni des dossiers internes, des communications privées, des notes de réunion, des instructions financières. Plus important encore, il a confirmé ce que nous avions soupçonné depuis le début. Madame Leblanc ne participait pas simplement. Elle dirigeait tout. Chaque décision majeure, chaque transfert, chaque étape de l'opération. Laurent avait été important, mais Madame Leblanc avait été l'architecte. Le consultant a également révélé autre chose, quelque chose qui m'a même choqué. Laurent n'était pas aussi puissant au sein de la conspiration qu'il le croyait. Pendant des années, Madame Leblanc l'avait traité comme un partenaire.
En privé, cependant, elle le voyait différemment, comme un outil, comme un atout, comme quelque chose de jetable. L'épreuve était brutale. Dans plusieurs communications, Madame Leblanc a discuté de plans pour prendre ses distances avec Laurent après le transfert final des actifs. Un message était particulièrement mémorable. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, puis une 4e. Finalement, je l'ai tendu à Sophie. Elle l'a lu et a ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Le message disait: une fois le transfert terminé, Laurent devient une responsabilité. Une responsabilité. 15 ans de tromperie. 15 ans de loyauté et Madame Leblanc le considérait toujours comme jetable. Sophie m'a rendu le document. Waouh! Ouais. Il pensait vraiment qu'elle le respectait. Apparemment. Sophie a secoué la tête. C'est presque triste. Presque. Mais pas tout à fait. Parce que Laurent avait volontairement passé 15 ans à détruire la vie d'un autre être humain. La sympathie était difficile à trouver. 3 jours plus tard, la phase finale a commencé. Le gala, la célébration, la fête de la victoire. Officiellement, l'événement honorait les contributions caritatives et le leadership commercial. Officieusement, c'était Madame Leblanc et Laurent se félicitant. La salle de bal occupait le dernier étage de l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris. Des lustres en cristal pendaient des hauts plafonds. Des serveurs portaient des plateaux de champagne. Des invités se mêlaient sous les décorations de Noël. Tout semblait élégant. Tout semblait réussi. Tout semblait normal, ce qui rendait ce qui s'est passé ensuite encore plus satisfaisant. Je n'étais pas présente dans la salle de bal. Cela a surpris les gens plus tard. Beaucoup s'attendaient à une confrontation dramatique. Une scène publique, un discours, un affrontement. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. Les vraies victoires se produisent discrètement, professionnellement, méthodiquement. Ce soir-là, j'étais assise dans une salle de conférence à quelques pâtés de maison. Mon avocate était assise à côté de moi. David était assis en face de nous. Céline se tenait près de la fenêtre. Plusieurs enquêteurs fédéraux occupaient le reste de la pièce. Tout le monde regardait la même horloge, attendant. À exactement 20h17, les premiers mandats ont été exécutés simultanément. Plusieurs lieux, plusieurs cibles, plusieurs juridictions. Des mois de préparation sont enfin passés à l'action. Les téléphones ont commencé à sonner presque immédiatement. Des agents sont entrés dans les bureaux. Des dossiers ont été sécurisés. Des ordinateurs ont été saisis. Des comptes financiers ont été gelés. La machine que Madame Leblanc avait passé des années à construire a commencé à s'effondrer pièce par pièce. Puis l'appel est arrivé. Céline a répondu la première. Un sourire s'est lentement répandu sur son visage. Ils l'ont tue. Je n'avais pas besoin de clarification. Laurent. Pendant un instant, personne n'a parlé. La pièce est restée complètement immobile. La signification s'est imposée à nous tous. Après tout, après les mensonges, après l'opération, après la trahison, l'homme qui se croyait intouchable avait enfin découvert qu'il ne l'était pas. 1 heure plus tard, d'autres mises à jour sont arrivées. Madame Leblanc avait tenté de quitter le gala. Trop tard. Les enquêteurs attendaient déjà. Plusieurs autres conspirateurs ont immédiatement demandé une représentation légale. D'autres ont commencé à coopérer, exactement comme David l'avait prédit. Les réseaux de fraude semblent puissants de l'extérieur. À l'intérieur, ils sont fragiles parce que la loyauté construite sur l'avidité n'est pas du tout de la loyauté. C'est un arrangement commercial temporaire. Au moment où la pression apparaît, les gens commencent à se protéger. Cette nuit-là, tout le monde s'est protégé, y compris Laurent. Le lendemain matin a apporté une autre surprise. Mon avocate a reçu un avis indiquant que Laurent voulait négocier. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son m'a même surprise. Pendant des semaines, il avait agi en invincible. Maintenant, il voulait négocier. Qu'est-ce qu'il offre ? A demandé Sophie. Des informations,
a ricané Céline. Bien sûr, j'ai secoué la tête. L'ironie était extraordinaire. 15 ans plus tôt, il était entré dans ma vie en prétendant m'aimer. Maintenant, il essayait de se sauver en trahissant les personnes même qu'il avait autrefois servies. Prévisible, pathétique, humain. Une semaine plus tard, je l'ai enfin revu. Pas seul. Jamais seul. La réunion a eu lieu dans une salle de conférence sécurisée en présence d'avocats. Laurent semblait plus âgé, beaucoup plus âgé. Le stress avait une façon de révéler la réalité. La confiance dont je me souvenais avait disparu. L'arrogance avait disparu. Même sa posture semblait différente, plus petite. Quand nos yeux se sont rencontrés, il a détourné le regard le premier. Cela m'a tout dit. Pendant plusieurs instants, aucune de nous n'a parlé. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Émilie. Je n'ai rien dit. Ses épaules se sont tendues. Je ne m'attendais pas à ça. Non. Le mot est sorti plus froid que je ne l'avais voulu. Ou peut-être exactement aussi froid que je l'avais voulu. Laurent a baissé les yeux. Je pensais. Il s'est arrêté puis a essayé de nouveau. Je pensais que tout était déjà fini. Voilà. La vérité. Pas de remords, pas de culpabilité. Juste de la surprise. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était choqué de ne pas s'en être sorti. Cette distinction comptait beaucoup. Pendant l'heure suivante, il a répondu aux questions, fourni des détails, expliqué des chronologies, confirmé des preuves. À la fin, j'ai compris quelque chose d'important. Laurent n'était pas un cerveau. Jamais. C'était simplement un homme qui a choisi l'avidité plutôt que l'intégrité année après année jusqu'à ce que l'avidité devienne son identité. Et maintenant, cette identité l'avait consumé. Alors que la réunion se terminait, il m'a regardé une dernière fois. « M'as-tu déjà aimé ?» demandai-je. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de Laurent a changé. Pour la première fois, quelque chose ressemblant à de l'honnêteté est apparu. Puis il a hoché la tête une seule fois, lentement. Je crois que oui. Je l'ai étudié pendant plusieurs secondes. Puis je me suis levée parce que cela n'avait plus d'importance. L'amour sans honnêteté n'est pas de l'amour. La confiance sans vérité n'est pas de la confiance. Étage 15 ans de tromperie ne pouvait pas être réparé par une seule réponse. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de triomphe, pas de bonheur, mais du soulagement, parce que la vengeance était presque complète. Mais la justice n'était pas encore terminée. Il restait une dernière surprise à attendre, une que ni Laurent ni Madame Leblanc n'avaient jamais vue venir, et elle avait été laissée des années plus tôt par mon père. Une semaine avant Noël, je me suis retrouvée assise dans le bureau de l'avocat de longue date de mon père. Le bâtiment surplombait la Seine. La neige flottait devant les fenêtres en vagues lentes et gracieuses, et la ville en contrebas semblait presque paisible. C'était étrange de voir à quel point le monde continuait de sembler normal alors que des vies entières s'effondraient. En face de moi était assis maître Henri Dubois. Il avait été l'avocat de mon père pendant près de 30 ans. À 74 ans, Henri parlait lentement, s'habillait de manière conservatrice et se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à observer la nature humaine se répéter. Après tout ce qui s'était passé, je n'étais pas sûr que beaucoup de gens pouvaient encore me surprendre. Henri m'a prouvé le contraire. Il a posé un épais dossier sur le bureau. Votre père m'a demandé de vous donner ceci dans des circonstances très spécifiques. J'ai froncé les sourcils. Quelles circonstances ? S'il y avait des preuves d'une tentative organisée de manipuler la fiducie par la fraude, la coercition ou les relations personnelles. Pendant un instant, je l'ai simplement fixé. Puis j'ai ri doucement. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. Mon père avait anticipé cela. Henri a souri. Pas spécifiquement. Je me suis penchée en avant. Alors quoi ? Il avait anticipé les gens. Cela ressemblait exactement à mon père. Il avait passé toute sa vie à bâtir des entreprises.
Il faisait profondément confiance aux bonnes personnes, mais il ne sous-estimait jamais les mauvaises. Henri a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres, des dispositions légales et des structures de fiducie que je n'avais jamais vues auparavant. Alors qu'il les expliquait, tout est devenu clair. Mon père avait intégré plusieurs couches de protection dans les actifs familiaux, non pas parce qu'il s'attendait à une trahison de ma part, mais parce qu'il s'attendait à l'avidité des autres. Plusieurs avoirs essentiels étaient protégés par des clauses de contingence. Certaines autorités semblaient plus larges qu'elles ne l'étaient réellement. Certains actifs restaient inaccessibles à moins que plusieurs conditions ne soient remplies. Plus important encore, les principales structures de contrôle pouvaient automatiquement s'inverser si une fraude était découverte. Je me suis assise, stupéfaite. Madame Leblanc ne le savait pas? Non. Laurent ne le savait pas? Non. Henri a croisé les mains. Il volait dans un labyrinthe tout en croyant marcher dans un couloir. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sans amertume. Mon père n'avait jamais été imprudent, même d'outre-tombe, il m'avait protégé. Non pas en contrôlant ma vie, mais en me donnant les outils pour la défendre. Les conséquences sont arrivées rapidement. Au cours des mois suivants, les enquêtes se sont étendues. Les preuves se sont accumulées. Les affaires ont progressé. Les médias ont finalement repris des parties de l'histoire, pas toutes. Juste assez pour susciter l'intérêt public. Une conseillère financière respectée. Des décisions médicales douteuses. Une fraude de plusieurs millions d'euros. Les gens ont prêté attention. La vie professionnelle de Madame Leblanc s'est effondrée en premier. Les licences ont été révoquées. Les conseils l'ont destituée. Les organisations se sont distancées. Les amis ont disparu. Les collègues se sont volatilisés. La réputation qu'elle avait passé des décennies à construire s'est effilochée à une vitesse étonnante. Ce n'était pas la justice. C'était la conséquence. Il y a une différence. La justice vient de la responsabilité. Les conséquences viennent des choix. Madame Leblanc a vécu les deux. La chute de Laurent a été différente, moins dramatique, plus personnelle. Sans l'illusion du succès, il ne restait plus grand-chose. Beaucoup des personnes qui l'entouraient avaient été attirées par le statut. Une fois le statut disparu, elles aussi. La femme des photographies a disparu presque immédiatement. Plusieurs anciens associés ont cessé de répondre à ses appels. Même des membres de son propre cercle social se sont discrètement éloignés. Finalement, il est devenu exactement ce qu'il avait passé des années à prétendre ne pas être, seul. J'aimerais pouvoir vous dire que cela m'a apporté de la joie. Ce ne fut pas le cas. Cela m'a apporté de la perspective parce que la solitude n'était pas la punition. La punition était de réaliser qu'il avait échangé quelque chose de réel contre quelque chose de temporaire et qu'il avait tout perdu. L'enquête médicale a produit ses propres résultats. Plusieurs professionnels ont fait l'objet de mesures disciplinaires. D'autres sont devenus sujets à des enquêtes en cours. Toutes les personnes impliquées n'avaient pas agi avec malveillance. Certains avaient simplement ignoré les signes avant-coureurs. D'autres n'avaient pas posé de questions. Mais lorsque la santé des gens est en jeu, la négligence compte. Le système n'était pas parfait. Aucun système ne l'est. Pourtant, la responsabilité est arrivée là aussi, lentement, méthodiquement, comme il se doit. Au printemps, le divorce a été prononcé. Les amis s'attendaient à ce que la journée soit émouvante. Au lieu de cela, elle a semblé étrangement ordinaire. Quelques signatures, quelques documents, quelques dernières conversations entre avocats, puis c'était fait. 15 ans réduits à de la paperasse. Je suis rentrée chez moi après avoir traversé le centre de Paris. Les arbres commençaient à fleurir de nouveau. Les cafés en terrasse rouvraient. Les gens promenaient leurs chiens le long du lac. La vie avançait. Cet après-midi-là, je me suis assise seule sur ma terrasse arrière. La même terrasse où Laurent et moi avions jadis organisé des barbecues. La même terrasse où nous avions célébré des anniversaires. La même terrasse où d'innombrables souvenirs semblaient désormais compliqués. Sophie m'a rejointe un peu plus tard,
portant du thé glacé. Elle m'a tendu un verre puis s'est assise à côté de moi. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a posé la question que tout le monde semblait poser. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi attentivement. Pas en colère, pas heureuse, pas triste. Du moins, pas de la manière dont les gens s'y attendaient. Libre, ai-je dit. Sophie a souri. C'est une bonne réponse. C'était parce que la liberté était devenue plus précieuse que la vengeance. Cette prise de conscience m'a surprise. Pendant des mois, la justice avait été ma préoccupation, ma mission, mon moteur. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais récupéré. Mais maintenant que la justice était arrivée, autre chose comptait davantage. Qu'est-ce qui allait suivre? Alors, j'ai commencé à reconstruire, non pas mon ancienne vie, mais une nouvelle. L'une des premières choses que j'ai faites a été de créer une fondation dédiée à aider les victimes d'exploitation financière. L'idée est venue naturellement. Au cours des enquêtes, j'avais rencontré d'innombrables personnes dont les histoires ne faisaient jamais la une des journaux. Des veuves, des retraités, des propriétaires de petites entreprises, des gens qui avaient fait confiance à la mauvaise personne et l'avaient payé cher. Beaucoup ne s'en sont jamais remis. Je voulais aider à changer cela. La fondation a commencé petite, puis a grandi. En un an, elle fournissait une assistance juridique, des ressources éducatives et des conseils financiers. Le travail est devenu profondément significatif, plus significatif que je ne l'avais imaginé, peut-être parce que la douleur devient plus facile à porter lorsqu'elle sert un but. Un après-midi, près de 18 mois après le divorce, j'ai visité la tombe de mon père. Le cimetière surplombait une tranquille étendue d'arbres à l'extérieur de la ville. L'air sentait l'herbe fraîche. Des oiseaux chantaient quelque part à proximité. Je suis restée là longtemps. Finalement, j'ai parlé, non pas parce que je croyais qu'il pouvait m'entendre, mais parce que certaines conversations méritent d'avoir lieu quand même. Tu avais raison. Les mots semblaient simples, honnêtes. Vrai. Les gens comptent plus que l'argent. Le caractère compte plus que le charme. La confiance doit être gagnée, pas supposée. J'ai pensé à Laurent, à Madame Leblanc, à tout ce qui s'était passé. Puis j'ai pensé à Sophie, Céline, David, Henri, les gens qui s'étaient tenus à mes côtés quand tout s'était effondré. De bonnes personnes existaient aussi. C'était la leçon que je voulais retenir. Pas la trahison, pas la colère. La leçon parce que la vengeance seule ne peut pas guérir une vie blessée. Elle peut exposer la vérité. Elle peut créer la responsabilité. Elle peut restaurer l'équilibre. Mais la guérison exige quelque chose de plus. Elle exige du courage, de la croissance et la volonté d'aller de l'avant sans devenir la chose même qui vous a blessé. En quittant le cimetière, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Puis j'ai souri. Les gens qui m'avaient trahi avaient passé 15 ans à construire un mensonge. Au final, le mensonge les a détruits. La vérité m'a sauvée. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée. Non pas avec la haine, non pas avec l'amertume, mais avec la justice, la dignité et une seconde chance. Une seconde chance que j'avais l'intention d'utiliser.